J'ai toujours aimé marcher. Je suis plutôt ce qu'on appellerait un marcheur de ville. Non pas que je n'aime pas les randonnées ou les promenades en nature, j'adore ça aussi, mais c'est juste que j'en ai moins l'occasion. Et puis je trouve que lorsqu'on s'extrait de la marche purement fonctionnelle, marche quotidienne pour se rendre au travail ou pour faire les courses par exemple, la marche urbaine a tout de même quelque chose de poétique. Tantôt plutôt flâneur, tantôt plutôt explorateur, la marche me permet de découvrir des coins que je ne connaissais pas avant. Marcher permet de déployer une configuration topographique du monde hors du quadrillage orthonormé de la ville. Le rapport à l'espace et au temps devient tout de suite différent. C'est un ralentissement qui permet d'affirmer une singularité d'existence et de s'inscrire plus concrètement dans le monde qui nous entoure. Alors pourquoi faire une vidéo sur la marche ? C'est peut-être ce qu'il y a de plus basique, de plus insignifiant comme action. Ce n'est même pas une activité en soi, c'est juste le moyen le plus primaire qu'on ait de se mouvoir dans l'espace. C'est justement pour ça en fait. Parce qu'il y a dans la marche quelque chose d'essentiel qui nous permet de nous inscrire comme force movible dans le monde et à travers ce mouvement de tracer une ligne d'existence. Jugée totalement anti-spectaculaire, la marche reste néanmoins une action qui possède de nombreuses représentations dans l'art. Lorsqu'elle n'est pas simplement reléguée à un rôle d'ellipse ou de stylistique un peu clipesque, avec des ralentis pour faire plus cool, etc. La marche veut tout le temps dire quelque chose de l'humain, et surtout de l'humain dans l'environnement qui l'entoure. On ne marche pas en ville comme on marche dans un désert. On ne marche pas pour fuir un domicile étouffant comme on marche pour retrouver la liberté absolue de la nature sauvage. Ça va sembler un peu niais et préfabriqué comme phrase, mais c'est pourtant vrai. Il existe en réalité autant de marches que de marcheurs. C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble au cours d'une petite promenade à travers différentes représentations artistiques de la marche. Cette vidéo sera peut-être un peu plus technique et pointue que d'habitude en termes d'analyse esthétique, mais j'espère pouvoir vous donner quelques idées intéressantes sur ce sujet qui m'a vraiment travaillé ces derniers temps. Bon, vous allez me dire, Mathieu, t'exagères, tout le monde sait ce que c'est marcher, c'est mettre un pied devant l'autre et avancer. Alors oui, mais quand même. C'est quoi réellement marcher ? Vous allez voir, c'est important de revenir à des choses très basiques pour aller plus en profondeur après. D'après le Robert, marcher, c'est se déplacer par mouvements successifs des jambes et des pieds, les pas, sans interrompre le contact avec le sol. Ça a l'air de rien comme ça, mais il y a déjà là des idées essentielles que j'aimerais explorer. Il y a l'idée de déplacement, donc de mouvement, et aussi l'idée de contact avec le sol qui est très importante. La marche, c'est évidemment un mouvement, un moyen de se propulser dans l'espace. Elle vient d'une nécessité de se déplacer pour se localiser géographiquement, pour se nourrir ou s'éloigner d'un danger. Elle vient donc d'une forme de volonté du vivant, de l'évolution. Un des premiers examens que l'on fait à un nouveau-né, c'est le réflexe de marche automatique. On le fait tenir debout et le bébé fait des pas automatiquement. C'est inscrit en nous en fait. Marcher, c'est parcourir le monde à notre mesure, le pas. Il existe encore des gens dont la marche est le métier. Les guides, les porteurs, les bergers transhumants, les vendeurs ambulants. Même dans notre vie sédentaire, la marche reste notre moyen de transport premier. Ensuite, il y a cette idée très intéressante de contact avec le sol. En effet, lorsque nous marchons, nous foulons du pied concrètement le monde. Il s'établit entre le marcheur et son environnement une relation de participation. Nous sommes au contact de la terre, de la rue, donc aussi de son air, de sa temporalité et des autres gens qui évoluent autour de nous. Ces dernières années, avec une montée des prises de conscience sur l'environnement ou la santé mentale, la marche est devenue une activité qui permet de s'extraire des carcans d'une société étouffante. Elle devient une forme de méditation à des fins presque thérapeutiques. La marche a quelque chose d'intime qui nous reconnecte à une forme d'animalité première, à notre nature sauvage, notre sauvagerie pour reprendre le terme d'Henry David Thoreau. David Le Breton écrit dans son ouvrage Marcher, éloge des chemins et de la lenteur, que la marche est une activité inutile comme toutes les activités essentielles. Superflue et gratuite, elle ne mène à rien sinon à soi-même après d'innombrables détours. Cette vision contemporaine de la marche est déjà une position politique. La marche étant antiproductive, elle permet d'accéder à la fuite d'un monde social qui contraint, d'une société compétitive et individualiste. Mais vous l'aurez compris, la circulation pédestre est une activité polymorphe.
La vision romantique du marcheur-flâneur ou de l'explorateur qui repousse les limites du monde connu n'est pas celle qui nous accompagne tous les jours. La marche urbaine peut aussi être une répétition, une aliénation, une dépossession de l'humain. Le marcheur est soumis au tracé d'une circulation construite par l'urbanisme et l'architecture. Pour reprendre les mots de Corinne Maury, si marcher revient à opérer des bifurcations, il n'en reste pas moins que nos existences doivent la plupart du temps se ranger dans les lignes normées, tracées, quadrillées. On peut aussi marcher en pèlerinage pour suivre les traces des prophètes. La marche devient alors un long recueillement, une forme de quête spirituelle. La marche peut aussi être une contestation. On marche pour manifester, pour exprimer sa colère contre le système. Il y a tout ça dans la marche, ce n'est pas juste mettre un pied devant l'autre et avancer. Il se joue là toutes sortes de questions philosophiques, poétiques et politiques sur notre place dans ce monde. Et l'art ne fait qu'approfondir ces questions, de manière consciente ou non. Une des obsessions des artistes a toujours été d'insuffler de la vie à leur œuvre, que ce soit les peintres, les photographes ou les sculpteurs. Pour qu'une œuvre paraisse vivante, le moyen premier d'un artiste est de tenter de retranscrire le mouvement. Et il y a dans le mouvement de la marche, on ne peut le nier, une certaine énergie plastique, une puissance graphique, des lignes de force esthétique. L'homme qui marche d'Auguste Rodin est une sculpture en bronze de 1905. La sculpture représente le corps d'un homme sans tête ni bras en train de marcher. L'œuvre frappe avant tout par son inachèvement. On dirait que l'homme est encore en train de prendre forme devant nous. Rodin avait cette obsession du mouvement. Ses figures apparaissent dans des positions qui semblent toujours inconfortables, comme tiraillées par des émotions qui tordent leur corps. L'homme qui marche de Rodin est en réalité une œuvre fragmentaire. Le torse est une pièce accidentée en pierre cuite, sur laquelle il avait travaillé auparavant, qui conserve encore des marques donnant une impression de peau abîmée. Rodin a ensuite assemblé ce torse à deux jambes bien droites et puissantes, jambes qui proviennent d'une autre de ses œuvres, le Saint Jean-Baptiste. Ce procédé de création est une technique qu'il entreprend de systématiser à cette période. En plus d'être à rebours d'un académisme qui prônait plutôt l'harmonie et l'équilibre, ce décalage, cette hétérogénéité de l'œuvre, crée une sensation de frottement quand on la regarde et amplifie par la même occasion le dynamisme de cet élan de marche. Ici, le corps marcheur, dénué de tête ou de bras, devient la représentation d'un mouvement pur, sans aucune psychologie. L'œuvre de Rodin aura bien sûr inspiré la fameuse sculpture de Giacometti du même nom. Dans un style totalement différent, l'homme qui marche d'Alberto Giacometti représente une figure humaine fine et élancée, avec de longues jambes raides venant se planter dans de grands pieds qui semblent se mêler au socle en bronze. Ici aussi, une impression de dynamisme anime l'œuvre. Cela tient sans doute à la surface accidentée du plâtre, où s'inscrivent les traces du modelage et des retouches successives, et où s'affirme comme dans l'œuvre de Rodin une forme en train d'advenir. Jean Genet écrit à propos des sculptures de Giacometti « Autour d'elle, l'espace vibre. Rien n'est plus en repos. C'est peut-être que chaque angle, fait avec le pouce de Giacometti quand il travaillait la glaise, ou courbe, ou bosse, ou crête, ou pointe déchirée du métal ne sont eux-mêmes en repos. Chacun d'eux continue d'émettre la sensibilité qui les créa. Aucune pointe, arête qui découpe, déchire l'espace, n'est morte. » Véritable symbole de l'existentialisme, l'homme qui marche est dénué de tout trait personnalisable. Ni vêtements, ni signes distinctifs, ni visage particulier. Son anonymat l'élève et l'étend à l'humanité entière. Dans son pas s'inscrit la marche d'une humanité d'après-guerre qui tente de s'arracher à sa condition. Beaucoup d'écrivains et de philosophes ont écrit sur la marche et ses bienfaits pour la création. Nietzsche pratiquait la marche couramment. C'est une activité qui l'aidait à dérouler et organiser sa pensée, pour qui seules les pensées que l'on a en marchant valent quelque chose. On peut aussi citer Baudelaire, chez qui la figure du flâneur est essentielle dans sa pensée de la modernité et qui revient à de nombreuses reprises dans ses petits poèmes en prose. Le philosophe Frédéric Gros parle de la marche comme un rapport différent au paysage. Le marcheur qui marche plusieurs heures dans la nature n'a pas le paysage devant lui. Le paysage n'est pas son objet. Comme par exemple le touriste qui passe en voiture, qui s'arrête, qui prend une photo du paysage avec son smartphone et qui repart. Entre le marcheur et le paysage s'établit une relation de coprésence.
Le marcheur est enveloppé du paysage, il le respire, il s'érode en lui et il est pénétré par lui. En ce sens, le touriste pressé et le marcheur endurant ne vivent pas du tout la même expérience. Ce n'est pas une contemplation extatique du paysage qui provoque une sidération, mais plutôt une expérience qui se vit dans une temporalité plus longue, une certaine monotonie, où le paysage déteint sur le marcheur. On peut y voir dans ces deux figures une certaine opposition aussi entre d'un côté la route et de l'autre le chemin. L'écrivain Milan Kundera a écrit sur cette opposition très justement « La route n'a pas de sens en elle-même. Seuls en ont les deux points qu'elle relie. En d'autres termes, la route est construite pour se rendre d'un point A à un point B et sert uniquement à abolir la distance. L'exemple le plus évident de ça, c'est l'autoroute. L'autoroute n'a rien de plaisant en tant que lieu, elle ne permet pas vraiment de faire l'expérience d'un paysage. Tandis que pour lui, le chemin est, je cite, un hommage à l'espace. Le chemin, lui, invite à la halte alors que la route doit être parcourue le plus vite possible. Le chemin ne relie pas, il traverse un paysage. Alors, je disais un peu avant que la marche est jugée anti-spectaculaire. En effet, elle est à différencier de la course par exemple, qui représente plutôt une performance physique, un dépassement de soi, et qui offre une dramaturgie plus active dans une fiction. Mais la marche peut aussi être un certain dépassement de soi tout en étant dans ce rapport presque spirituel à l'espace qu'on traverse. Il y a une œuvre en littérature qui fait de la marche quelque chose d'héroïque, tout en gardant une relation de coprésence à l'espace et cette tension intime entre la route et le chemin. Je veux parler ici du roman d'Alain Damasio, La Horde du Contrevent. Dans un monde balayé par les vents, un groupe de 23 individus, la 34e Horde, a été entraîné depuis l'enfance à parcourir le monde d'ouest en est, de l'aval vers l'amont. À contre-courant face au vent, à travers déserts, plaines, eaux et pics glacés, la Horde marche pour remonter à la source de tous les vents, le mythique extrême amont. Tous différents, avec chacun un rôle particulier dans la Horde, le groupe se doit d'avancer comme un bloc, avec comme seule discipline la marche, car ce n'est qu'en arpentant ce monde à pied qu'ils auront une chance de découvrir les 9 formes du vent. La Horde du Contrevent est un roman de science-fantasy qui m'a énormément marqué. Non seulement par l'intensité du récit, la spiritualité et la philosophie qui imprègnent tout le livre, mais aussi par sa représentation très singulière de la marche. La Horde, guidée par le 9e Golgoth, le traceur, a été formée pour avancer dans la bande de contre, uniquement à pied. Pour eux, il n'y a qu'à travers la marche qu'ils peuvent réellement éprouver l'expérience du contre face au vent, contrairement aux obliques et aux fréoles qui se déplacent à bord de navires volants. C'est une forme de quête à la fois physique, mentale et spirituelle. Ils traversent des vents extrêmement puissants, le livre s'ouvre d'ailleurs sur un épisode de Furvent, la 6e forme du vent, un vent violent capable de tuer les humains et ravager des villages. Traversant des zones désertiques, la flaque de Lapsan et enfin les pics enneigés de Norska, la Horde avance, malgré les épreuves, comme une force inarrêtable. Ce n'est que par la force de leur volonté, l'abnégation totale à leur quête et leurs appuis puissants, que les membres du groupe parviennent à surmonter les obstacles qui se présentent à eux. Sur cette terre saignée par les rafales, les personnages sont marqués par l'environnement qui les entoure. Marcher signifie faire un avec la bande de contre, l'espace habitable de ce monde inhospitalier. Une bande large de seulement 5 km où la Horde marche depuis des années. La sauvagerie et l'aridité émotionnelle de certains personnages ne sont que l'expression intérieure de ces terres désolées qu'ils traversent. La marche est ici représentée comme un acte athlétique, mais qui symbolise également la quête spirituelle de toute une vie, trouver l'extrême amont. Le voyage que fait les personnages, c'est la vie elle-même. Chaque personnage a d'ailleurs une vision différente de cette quête. Pour Golgoth, le traceur, toujours en tête du peloton, celui qui prend le vent avec sa force maximale, un homme rustre et terre à terre, l'objectif est simplement d'être la première horde à atteindre l'extrême amont, coûte que coûte. Tandis que pour l'aéromètre Orochi, plus intellectuel, ce qui compte le plus, c'est avant tout de découvrir les 9 formes du vent. Pour elle, le savoir compte plus que la destination, l'expérience vaut plus que l'aboutissement. Il existe énormément de séquences de gens qui marchent au cinéma. Seulement, la plupart du temps, l'acte primordial de la marche est volontiers éclipsé. Dotée d'une faible valeur scénaristique, la marche a tendance à être limitée dans le temps ou accompagnée de dialogues.
Dans le cinéma dit classique, on préfère sous-entendre la marche que de l'exposer dans toute sa durée. Par exemple, on fait marcher un personnage dans un plan, il sort du cadre par la droite et on le récupère dans un autre plan, un tout autre lieu, en le faisant entrer dans le cadre par la gauche. Le raccord dans le mouvement permet une ellipse qui cristallise le déplacement sans avoir à montrer tout le trajet. Le déroulement de la marche est rarement donné à voir pour lui-même. La marche existe sans pour autant persister. Il y a cependant dans le cinéma moderne, puis contemporain, cinéma qui accorde une plus grande valeur au déploiement du temps et de l'espace dans un film, des exemples de marches qui persistent et qui emmènent dans leur sillon un certain être au monde qui ne relève pas d'une efficacité narrative. La marche au cinéma raconte l'histoire d'un quotidien du dehors qui impose sa présence et sa prégnance. Marcher dans le monde du dehors, c'est être à l'épreuve de celui-ci et donner accès au monde intérieur des personnages. Certains cinéastes ont fait de la marche un mouvement flottant et incertain. On peut penser à Antonioni ou encore Terrence Malick. Dans L'Aventura, La Notte ou dans Night of Cups et Song to Song, la marche façonne une esthétique de la dérive et du déracinement. Les mouvements des personnages semblent être un commencement sans réel accomplissement. Le cinéma de Terrence Malick participe dans son esthétique d'une forme de vertige existentiel, avec ses voix off qui opèrent comme un flux de pensée discontinu, ses mouvements de caméra flottants et mobiles, ces personnages qui semblent totalement perdus. Dans ces films, marcher sert moins à se rendre quelque part qu'à exprimer une forme de détresse existentielle. La marche est à l'image de ces êtres en vertige qui avancent entre hésitation et recherche de sens. Dans des films où la nature est plus présente, comme Le Nouveau Monde ou Les Moissons du Ciel, l'acte physique de la marche est aussi pensé comme moteur d'expérience perceptive. La marche accompagne la redécouverte kinesthésique du monde, selon une certaine approche presque panthéiste de celui-ci. Marcher, c'est aussi une histoire de rythme, de vitesse, de ralentir le pas comme on l'a dit dans un monde qui file à toute allure. Le film Walker, du réalisateur taïwanais Tsai Ming-liang, pousse cette idée jusqu'au paroxysme. Le film nous montre un moine bouddhiste qui marche avec une lenteur extrême à travers Hong Kong. La marche au ralenti du moine révèle d'autant plus l'effervescence de la ville autour de lui. La circulation frénétique des piétons et des voitures, la surcharge visuelle des panneaux publicitaires. Les plans ont été étirés jusqu'à l'extrême, pour laisser le temps à la marche de se déployer dans son entièreté, ce qui confère à celle-ci un côté presque solennel. Dans cette ville au rythme effréné, ce moine apparaît comme une corporéité étrangère. Il est en décalage avec le monde qui l'entoure, marchant à contretemps à travers la jungle urbaine. Le moine devient, par sa lenteur, ses gestes amples et sans saccade, un événement discordant dans le flux quotidien du monde urbain. Le film nous invite à une forme de méditation esthétique, ainsi qu'une réflexion sur nos habitudes de déplacement quotidien en ville et une dénonciation latente de ce néocapitalisme asiatique. Dans le film It Follows de David Robert Mitchell, les personnages se font poursuivre par des entités marchant continuellement dans leur direction, rien ne pouvant les ralentir ou les faire abandonner. Le seul moyen de s'en sortir est de faire passer la malédiction à quelqu'un d'autre en ayant un rapport sexuel avec cette personne. Le scénario repose peut-être sur des métaphores un peu grossières sur la sexualité, mais le vrai point fort de ce film est la mise en scène véritablement cauchemardesque des poursuites par ces entités. En effet, à contre-rebours des effets de jumpscare et des mouvements rapides et inattendus d'autres monstres ou fantômes du cinéma horrifique, les marcheurs de It Follows se déplacent lentement, marchant toujours droit devant eux et sans perdre leur cible du regard. On peut les voir arriver de loin, ce qui renforce une montée en tension des personnages. Et ce mouvement continu, imperturbable, crée une angoisse grandissante de la rencontre avec l'entité. On a perpétuellement peur qu'elle nous rattrape. Le hors-champ joue de manière très forte sur notre imaginaire à chaque instant. L'entité peut faire irruption à tout moment dans le cadre filmique, et c'est ce qui arrive précisément dans cette scène très réussie. Don't open the door. See? Everything's okay. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une mécanique très cauchemardesque. Vous voyez ces rêves où quelque chose vous poursuit et vous ne pouvez pas lui échapper quoi que vous fassiez. Ici, la marche représente une force inarrêtable qui mène obligatoirement à une fatalité.
La marche peut aussi être le symptôme d'une confusion, comme chez le cinéaste hongrois Béla Tarr. Dans son film Damnation, le protagoniste du film, Carrer, marche sous la pluie à travers des terrains boueux. L'ambiance dépressive du film est à l'image de ce personnage qui semble englué dans un quotidien dont il n'arrive pas à se dépêtrer. Dans une séquence où Carrer croise un chien dans une sorte de décharge, il s'abaisse lui-même à faire le chien. La marche dans ce film symbolise un déclin, un effondrement de l'humanité et de toute espérance. Chez Béla Tarr, comme l'écrit Jacques Rancière, c'est le monde extérieur qui pénètre les individus, envahit leur regard et leur être même. Ici, ce ne sont pas les individus qui habitent ces lieux désolés, mais ce sont les lieux qui les pénètrent et qui influent sur leur quotidien. On assiste alors à un véritable désœuvrement de l'humain. Le moteur de la marche s'est enrayé et il n'y a nulle part où aller. Il ne reste plus qu'à tourner en rond. L'héritage direct du cinéma de Béla Tarr s'observe chez le cinéaste chinois Hu Bo dans son film An Elephant Sitting Still, sorti en 2018. Dans une ville du nord de la Chine en voie de désindustrialisation, la vie semble s'être arrêtée et engluée dans une pauvreté envahissante. Le film suit plusieurs personnages, dont Cheng, qui a entendu parler d'un éléphant du zoo de la ville de Manzhouli, connu pour rester toujours assis. Symbole d'un hiératisme face à la vie, position que semble adopter le film, celle d'une résignation, que rien ne bougera, que rien ne changera jamais. Les protagonistes vivent dans une précarité et une promiscuité qui les étouffent. Alors ils marchent. Ils sortent dehors pour échapper à cet étouffement. La caméra mobile de Hu Bo se tient près des corps et des visages pour mieux montrer aussi cette violence du quotidien. Sortir de chez soi et arpenter les rues, c'est peut-être reconquérir une place qu'on a perdue et faire circuler par le mouvement une respiration après avoir été enfermé par l'espace domestique. Mais dehors, l'horizon est toujours embrumé, teint d'une forme de neurasthénie dont on ne peut échapper. Vivre, c'est marcher à l'intérieur d'un monde qui apparaît comme un grand terrain vague, comme dit le garçon qui nettoie les sols du bâtiment en voie de démolition. On a dit précédemment que la marche pouvait apparaître comme quelque chose de thérapeutique dans cette société contemporaine. Mais chez Hu Bo, le mouvement n'offre qu'une résolution, aucun affranchissement. Le seul espoir qu'ont les personnages à la fin du film, c'est d'aller voir ce fameux éléphant qui reste assis. Une mince lueur sous ce ciel gris et impassible. Puisque le mouvement n'offre qu'une issue, il ne reste plus qu'à résider dans l'immobilité. Dans un acte d'une extrême générosité, Hu Bo nous aura laissé son unique œuvre, dense de tous ses tiraillements. En effet, le cinéaste s'est donné la mort peu avant la sortie du film. Une œuvre testamentaire, peut-être son dernier cri d'appel au secours, perdu dans le brouhaha du monde industriel. Voilà, j'espère que cette petite randonnée au pays de l'art vous aura plu et vous aura apporté des pistes de réflexion. On pourrait parler pendant des heures sur d'autres œuvres, mais je me suis dit que ça donnait déjà une bonne vision d'ensemble de la marche à travers l'art. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Peut-être qu'un jour je ferai de l'analyse pure et dure d'un film, mais je sais pas si ça parle vraiment à tout le monde. Pour conclure, je dirais que la marche met en mouvement, comme on l'a vu, toutes sortes de choses sur un plan philosophique, esthétique et politique. Notre façon de marcher et d'approcher la marche dit énormément de choses de nous et du monde qui nous entoure. Arpenter le monde à pied, c'est tracer une ligne d'existence. C'est laisser la trace encore vibrante de son passage dans le monde. C'est avoir un rapport plus intime aux choses que l'on croise sur sa route. Enfin, marcher, c'est peut-être simplement se tenir droit avec soi-même et avancer sur le chemin de la vie. Parfois la route est droite et le terrain facile, parfois le chemin est escarpé et sinueux, mais on avance malgré tout. À son propre rythme, seul ou accompagné, un pas après l'autre. Il suffit d'une impulsion, d'un petit élan, il suffit d'un pas. C'est comme ça que commencent les plus beaux voyages.